sur ce plateau de l'école, après plusieurs semaines d'arrêt de cours sur toute l'étendue du territoire national, on pourrait assister à une réouverture des classes dans les tout prochains jours. Une situation qui a longtemps inquiété les parents, perturbé les élèves, mais aussi et surtout mettre à rude épreuve les enseignants. Alors, peut-on vraiment assister à une fin de crise dans le secteur éducatif? Qu'est-ce qui a changé? Et surtout, comment éviter de revivre la même situation? Pour en discuter et comprendre les enjeux, nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Alain Mangwadi, ancien délégué général de la CONACYCED, conseiller pédagogique et a enseigné durant quelques années. Nous avons également Mingue Obian, Aaron, d'accord, enseignant du second degré. Ce n'est pas tout, nous avons également un juriste sur le plateau. Il s'agit de Régis Malgrand Nguema Angwe, juriste et analyste politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel et accepté cette invitation pour parler de cette actualité qui perturbe le pays depuis quelques semaines. Après la sortie de prison des camarades Simon Douedzo et Marcel Libama, un dialogue franc semble avoir été ouvert entre SOS Éducation et le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui le contexte et les objectifs de cette nouvelle rencontre? Monsieur Mingue, la parole est à vous. Bien, merci. Bonjour à tous et surtout nous vous remercions pour cette invitation. Par rapport à votre question, oui, il fallait tout simplement qu'il y ait une rencontre entre Madame la ministre d'État et SOS Éducation, la base. Pourquoi? Parce que dès le départ, on avait l'impression qu'il y avait des incompréhensions. Les incompréhensions, c'est tout à fait normal parce que tout simplement, tous ceux qui sont partis bien avant ne représentaient pas la base. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, je voulais faire la différence entre le syndicat et une revendication collective, une directement dans chaque établissement, c'est des collectifs. Donc, alors que quand on prend les leaders, on a l'impression qu'ils ont été choisis, alors que lorsque les bases ne sont pas parmi eux, donc du coup, ça, il est tout à fait normal qu'il y a ce qu'on appelle les incompréhensions. Donc, il fallait le faire. Il fallait aller à la base. Et la base, c'est quoi? C'est le travail. D'accord. Monsieur Alain Mangwadi, est-ce qu'on pourrait dire, vous qui êtes, vous aviez été ancien secrétaire général de la CONACYCED, est-ce qu'on peut dire que cette rencontre pourrait être prometteuse? Bien, merci de me donner la parole sur ce sujet. Effectivement, j'ai été délégué général de la CONACYCED et secrétaire général de la FESENA, qui est la Fédération syndicale des enseignants d'éducation nationale pendant plusieurs années. Alors, je suis bien heureux qu'il y ait eu des rencontres, parce qu'effectivement, il y a une sorte d'incompréhension entre les enseignants et ceux qui les ont représentés au départ. Parce que au départ, quand je suivais ces mouvements, il n'était pas question que des personnes aillent négocier sans avoir été mandatées par la base. On a vu des responsables qui se sont autoproclamés, des SOS Éducation, qui sont allés négocier à Libandin et qui, après ces rencontres, ont convoqué une assemblée générale. Or, il y avait déjà une assemblée générale prévue le samedi qui suivait. Et quand j'ai regardé les niveaux de mobilisation, la mobilisation qui s'est tenue, je crois, le mercredi ou le jeudi, je ne me souviens plus exactement, quand on comparait à la masse qui s'était mobilisée pour lancer la grève, il y avait une grosse différence. Effectivement, ça s'est manifesté, ça s'est traduit par le fait que la majorité des enseignants a refusé de repartir dans les salles de classe, malgré l'appel du ministre de l'Éducation nationale. Effectivement, les salles de classe sont restées fermées. Il y a donc eu une très grande mobilisation le 17 janvier à ONG. Nous avons tout suivi sur les médias en ligne.
Et là également, il y avait une volonté d'ouvrir, d'aller au fond des échanges et des débats. Et c'est que je constatais que dans les points que le gouvernement avait plus ou moins acceptés, il manquait clairement un chronogramme. Parce qu'on nous dit, oui, en février, ce sera mis ensemble, mais 4000 situations. Mais les autres, c'est près de 27 000 situations attendues. Qu'on va-t-on faire des autres situations? Je pense que sur ces points, le gouvernement aurait dû communiquer et dire clairement ce qui va se faire. Et l'AG du 17 a fait que les camarades Simon Delezio et Marcel Libamant ont été interpellés, ce qui fait que l'Assemblée générale qui c'était le 24 s'est fait un peu dans une sorte de crise où les enseignants exigeaient la libération de ces deux camarades. Par la grâce de Dieu, ils ont été libérés. Et les jeunes ont été choisis dans les 9 provinces pour aller discuter avec le gouvernement. Mais Loïc, que moi je trouve ici, c'est le fait que ces jeunes collègues commettent la même erreur que les autres. Parce que ce n'est pas à eux de décider de la reprise des cours. Lorsque vous allez négocier avec le gouvernement, quand on dit que le pouvoir appartient à la base, c'est à la base de décider de repartir dans les salles de classe. Donc ils auraient dû revenir avec ce qu'ils ont obtenu comme protocole d'accord, expliquer aux enseignants, argumenter pour démontrer qu'il serait bien qu'on aille en classe, peut-être pour donner au gouvernement la possibilité de régler certaines préoccupations et donner des sortes de dates auxquelles ils pourront se mobiliser pour évaluer l'exécution du protocole d'accord. Je pense, à mon avis, qu'une autre base pourrait sortir et pourrait ne pas nous faire sortir de cette crise. Donc j'espère que ceux qui sont allés représenter les enseignants ont les arguments pour animer l'Assemblée générale le samedi prochain pour convaincre les enseignants de repartir dans les salles de classe. Donc, vous voulez nous dire que les quelques avancées qu'ils ont obtenues, ce n'est qu'une partie infime des revendications des enseignants qui ont l'habitude de dire, ou sinon qui ont ajouté aujourd'hui à leur panel de grève, c'est tout ou rien. Oui, tout ou rien, c'est un langage syndical. Vous savez, quand on va en syndicalisme, on met la barre haute parce que on se dit qu'au fil des négociations, on va obtenir quelque chose. Sauf que ce qui a attisé la colère des enseignants, c'est la précarisation dans laquelle nous vivons tous. Nous sommes des enseignants, nous travaillons pendant plusieurs années et nous avons tous des salaires de stagiaires. Donc, nous avons pensé qu'à la suite de la transition, le gouvernement allait mettre en place un chronogramme de régularisation des situations administratives. Sauf que depuis que le gouvernement est arrivé, quand on regarde la loi de finances, on ne voit pas un impact qui pourrait nous faire dire que oui, on tiendra compte de la masse salariale issue de la régulation des situations administratives. Donc, il a fallu que les enseignants se mobilisent. Je réitère, c'est plus de 27 000 enseignants ou agents du secteur de l'éducation qui attendent des nouveaux salaires parce que leurs salaires ont été figés depuis pratiquement 15 ans. Donc, il sera difficile que ces gens-là, ne sachant pas à quel moment leur situation va bouger, il sera difficile de se dire comme ça, oui, ils repartent dans la salle de classe. Donc, ce qui était important, à mon avis, dans l'accord qui serait obtenu, parce que je ne l'ai pas encore vu, c'est le chronogramme qui permet de voir à quel moment les enseignants pourraient rentrer en solde. Alors, M. Mengue, justement, parlant d'impact, vous qui avez suivi cette actualité de très près, est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes avancées obtenues lors de cette rencontre, le protocole d'accord qui a été établi? Ok, merci. En fait, avant d'aller dans cette question, je dois d'abord dire que M. Mangwadi tout à l'heure disait que il n'y a pas eu un protocole d'accord, de toute façon, parce que je sais qu'il y a un protocole d'accord qui a été donné peut-être à deux reprises. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'il n'y a pas un chronogramme. Il n'y a pas de chronogramme. Bon, moi, je vais d'abord sur la méthode. Parce qu'en principe, ce qui a d'abord manqué, c'est sur la méthode. Je parle de ceux qui sont venus et qui ont allé dans la même direction que les précédents. En fait, ça veut dire qu'il y a une méthode liée peut-être à l'urgence. Peut-être parce que vous avez vu bien avant que les jeunes arrivent, il y avait déjà eu dès le départ 2 appels à aller en classe.
Je pense que moi-même, j'ai fait même une interview, il y a de cela une semaine, où j'ai demandé également de retourner en classe. Parce qu'en principe, une grève, quand on la fait, il ne faut pas aussi trop tirer sur la corde. Plus on met du temps, le crédit que les parents nous donnaient, à un moment donné, puisqu'on dit, ça peut ne plus rester dans le même, avoir le même impact. Maintenant, par rapport aux avancées, par rapport à la question que vous m'avez posée, il y a des avancées que je qualifierais de significatives en fait. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple le cas des bénévoles, bon, laissez-moi d'abord le temps, si je peux d'abord vous rappeler d'abord les revendications. Bien sûr, nous sommes là. Les revendications, comme ça au moins on va mieux comprendre la chose. Les revendications, il y avait les régulations des situations administratives. Il y a, on a clairement séparé, il y a également le paiement des rappels de sol. Il y a eu les vacations à l'intérieur, mais qui ne faisait pas vraiment, n'était pas un point très très important. Il y a également la prime liée à l'arrêt, la prime d'éloignement. Voilà, de façon substantielle, en fait, les revendications liées à ce mouvement de grève. Mais non, lorsqu'on regarde nos revendications et avec les propositions gouvernementales, nous voyons qu'il y a quand même eu des avancées parce que, voilà, nous avons également revendiqué le fait qu'il fallait que les sortants écoles qui sont assis pour le moment dans les maisons soient également affectés, mais avec les effets sols, celui qui doit rentrer en salaire. Et donc, nous avons également revendiqué le fait que les bénévoles puissent également avoir au moins quelque chose qui leur permet tout simplement d'aller mieux dispenser leurs cours. Ce que nous avons obtenu. Nous avons obtenu aujourd'hui que les bénévoles, il y a plus de 1810 qui sont actuellement en pré-salaire. C'est-à-dire qu'ils seront en pré-salaire, 1810. En dehors de ces bénévoles, il y a au moins tous les sortants écoles, notamment les NES, l'ENI, l'ENSET, tous pourront également bénéficier des effets sols. Le tout à partir du mois de février. Il y a un chronogramme, en fait, c'est à ce niveau dont je voulais arriver, parce que ceux qui ont signé le protocole lundi, il y a un chronogramme qui a été donné, la mise effective de tous ces revendications-là, juste le mois de décembre 2026. Donc, je pense que c'est ce chronogramme-là qui a fait en sorte que les représentants des différentes provinces ont posé leur signature, parce qu'ils ont vu une certaine visibilité liée à tout ce qui a été annoncé. En dehors des 4000, parce que là également, ils ont obtenu, en dehors des 4000 qui étaient devoir annoncés au départ, on a ajouté 1000 supplémentaires. Donc aujourd'hui, au lieu de 4000 situations administratives, il y en a déjà 5000 situations administratives à partir des situations administratives codifiées à la fonction publique, plutôt à la somme. Il y a 27 000 enseignants, comme disait M. Normandie, 27 000 enseignants, mais à la somme, pour le moment, il n'y a que 6 000 codifiés. Et donc, dans les 6 000 codifiés, il y a déjà 5 000 qui seront pris en compte. Et dans les 5 000 pris en compte, on a dit uniquement pour les chargés de cours. Uniquement pour les chargés de cours, c'est 4 000 pris en compte. Donc, là-dedans, il y a les titularisations, les avancements automatiques. Maintenant, les 1000 autres, les 1000 qu'on a ajoutés, c'est uniquement pour les reclassements. Bon, voilà. Alors, est-ce que ce calendrier a été rendu public parce qu'il est bien de dire que telle ou telle chose a été obtenue, il y aura des avancées. On a connu dans ce pays des promesses qui ont constitué des éléphants blancs. Est-ce que vous avez la garantie que ce que le ministre de l'Éducation nationale, ou ce qui a été décidé lors de cette dernière rencontre, notamment les 5000 régularisations dont vous parlez, oui, le chronogramme sera respecté? Est-ce qu'il est rendu public? Il est rendu public. Pourquoi? Moi, je n'étais pas à la négociation. D'accord. Mais pourquoi je suis au courant de ce protocole? C'est parce que tout simplement, ça a été divulgué aussi bien sur les réseaux sociaux, mais également tout ce que la ministre d'État a présenté, je pense, le dimanche passé à la télé, tout le monde a suivi. Mais en-delà de ça, nous avons aujourd'hui une nouvelle génération d'enseignants. Ça, c'est clair, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous avons une génération d'enseignants qui se dit aujourd'hui qu'il ne va plus se laisser faire. Nous
notre objectif actuellement, c'est de faire en sorte que l'éducation ou bien l'enseignant retrouve sa dignité. Parce qu'on connaît la place, on connaît le rôle que doit jouer normalement l'enseignant dans le développement du pays. Et donc, il ne s'agit pas, et c'est pour cette raison que nous avons accepté d'intégrer la commission tripartite qui a été créée par le gouvernement. Et donc, ceux qui sont allés négocier, ils ont accepté d'y rentrer et de suivre eux-mêmes ce programme qui sera tout simplement, nous, on l'espère, qui sera Alors, nous avons également un juriste à qui nous allons demander l'analyse, les faits ainsi présentés par Alain Boitier et M. Mengue. Quelle analyse faites-vous en tant que juriste de toute cette situation et de ces faits qui ont été présentés là tout à l'heure? Merci madame, merci pour cette invitation. Il faut dire que le droit de grève est un droit consacré à la Constitution, c'est-à-dire que lorsque les agents publics estiment que leurs droits ne sont pas respectés ou encore les conditions de travail ne sont pas toujours respectées, c'est tout à fait normal que ces agents publics-là puissent revendiquer. C'est légitime, c'est légal. Mais ce que je voudrais dire par rapport à tout ce qui a été dit ici, c'est de faire d'abord un effort, de faire un flashback sur la situation des enseignants. Vous savez, lorsque les militaires arrivent au pouvoir, notamment le président Christophe Bouliguingema, l'exemple du président de la transition, sachant très bien que le secteur éducatif est un secteur brûlant, et sachant très bien que les enseignants, comme l'a rappelé M. Mégaron, jouent un rôle important dans le développement d'un pays, parce que, vous savez, si on bafoue l'éducation, on bafoue l'avenir de tout un pays. Il n'a pas hésité à prendre des mesures qui allaient dans le sens déjà d'annoncer des signes forts. Quelles ont été ces mesures? Il a mis à la disposition du secteur éducatif 1000 postes budgétaires. C'est très important pendant la transition. Il a procédé à la construction des établissements scolaires. Il a procédé également à la réhabilitation de certains établissements scolaires. Il a procédé à l'ouverture ou à la réouverture des concours ENES, ENI, M7, ce qui était déjà gelé depuis un bon moment. Il a procédé également au paiement des rappels. Donc, c'est important de souligner cela. Donc, le président Bouliguingema, avec son gouvernement, depuis la transition, n'ont pas attendu qu'il y ait un mouvement de grève pour réagir. Mais, qu'à cela ne tienne, les enseignants ont estimé qu'il fallait faire davantage. Et naturellement, le gouvernement a eu l'oreille attentive. Et quand on parle du gouvernement ici, je fais allusion ici à Madame le ministre d'État, Madame Pierre, qui n'a pas hésité un seul instant à écouter et à avoir une oreille attentive face à ces revendications. Vous savez, Madame, ce qui a attiré mon attention, c'est le fait que cette dame n'ait jamais rompu, n'est-ce pas, les discussions. Elle a gardé ces discussions et les a maintenues à bâton rompu. On l'a vu sur le terrain pour prouver, n'est-ce pas, à ses administrés qu'elle est consciente et qu'elle est solidaire, n'est-ce pas, de leur démarche. Sur le terrain, mais plutôt un peu avec les mauvais acteurs, parce que souvent la base ne s'est pas reconnue. Ben, écoutez, mais il n'appartient pas à Madame le ministre d'organiser les syndicats. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle d'organiser les enseignants. C'est pas son rôle. Vous avez vu tout ce qui a été fait ici. Tout ce qui a été fait ici relève en grande partie de la responsabilité des enseignants. Parce que quand on essaie d'appeler le chien par son nom, on va constater avec pertinence, force et détail, qu'il y a eu un problème d'organisation du côté des enseignants. Je ne suis pas enseignant, mais on a pu l'observer. Comment concevoir que SOS Éducation, qui n'est pas un syndicat, mais un mouvement spontané, d'accord? Ce mouvement spontané qui enrobe tout le monde, et finalement, ces gens se mettent à parler au nom de tous les enseignants et qui leur accordent du crédit. Mais ce qui a péché, c'est parce que tout simplement, la base a constaté que SOS Éducation ramène à compte au courant des véritables revendications de la base. Et c'est ça le problème. Ce qui faisait en sorte que facilement, d'autres enseignants, d'autres petits mouvements
se levaient et allaient effectivement revendiquer ou parler au nom des enseignants. Et à chaque fois qu'ils revenaient à la base, ils étaient toujours déboutés. Alors, est-ce que, permettez-moi de vous couper, vous dites que SOS Éducation, qui parle au nom de tous les enseignants et qui regroupe la plupart des syndicats du 10 secteur, parlerait à contre-courant des véritables revendications des enseignants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelles sont les véritables revendications? Et qu'est-ce que SOS a proposé, par exemple, à l'ensemble du cursus, État, revendications? Qu'est-ce qu'ils ont présenté? Mais déjà, comme je l'ai dit, que SOS Éducation n'a aucune base légale. Ce n'est pas un syndicat. Il faut le dire. Et je dis même que c'est par engagement républicain que les autorités ont reçu un tel mouvement. Sous autres cieux, on ne recevrait pas un tel mouvement, parce qu'on estime que l'action syndicale est encadrée en République gabonaise. C'est reconnu. Donc, lorsque un mouvement spontané naît comme ça, on ne devrait pas le considérer, de mon point de vue. Mais les gouvernants ont fait preuve de maturité politique en se disant ça brûle, il faut qu'on reçoive les gens. Et malheureusement, pourquoi je dis que SOS Éducation ramène un compte au courant de la volonté de la base? Parce que tout simplement, c'est cette base-là, au nom de laquelle il prétendait parler, c'est la même base également qui déboutait tout ce que SOS Éducation venait raconter sur le terrain. Donc, il y a eu un premier protocole d'accord. S'il y a eu un deuxième protocole d'accord, c'est parce qu'en réalité, la base ne se reconnaissait pas dans ce qui a été dit devant. Et ces pauses-là, une fois de plus, moi j'admire le courage de Madame la ministre d'État qui a toujours maintenu les discussions, qui a toujours maintenu le dialogue. Maintenant, en termes d'avancées, ces avancées ont été définies ici par l'enseignant en face, à savoir 348 situations liées, n'est-ce pas, à la mise en solde, c'est-à-dire des intégrations. Il y a également 1810 bénévoles qui seront mis en pré-salaire. C'est important. Ces bénévoles qui ont fait plus de 10 ans, parfois 15 ans, en train de travailler. Mais madame, si ce n'est pas de l'amour, c'est quoi? Des gens qui travaillent pendant 5 ans, 10 ans, sans recevoir quelque chose, sans recevoir un copec de la part de l'État, si ce n'est pas de l'amour pour son pays, c'est quoi? Donc c'est à féliciter. Et lorsque les plus hautes autorités de notre pays prennent la décision, l'engagement de rendre la dignité à ces enseignants, à ces bénévoles, je crois que c'est à applaudir. Et nous avons également 4000 situations liées aux avancements automatiques. Il faut rappeler également que dans ce protocole d'accord, ce sont les indications du protocole d'accord qui sont en train d'avancer. Et dans ce protocole d'accord, il est clairement dit à l'intérieur que la part belle doit être réservée aux enseignants chargés de cours, parce que ce sont ceux-là qui vont en guerre, comme on dit, c'est-à-dire ceux-là qui sont au front, qui se battent corps et âme pour que nos enfants soient éduqués, que nos enfants reçoivent une éducation de qualité. Donc c'est vraiment un véritable sacerdoce. Ce qu'il faut également dire à travers cette crise qui, de mon point de vue, est en train d'aller derrière nous, c'est dire que beaucoup de Gabonais doivent comprendre, les agents publics, sans distinction aucune, doivent comprendre que, au-delà des revendications, il faut qu'on mette de l'amour dans ce que nous faisons. Il n'est pas interdit de revendiquer, mais, comme l'a dit un enseignant conscient en face du responsable, M. Mengaron, il a dit, à un moment donné, on revendique, mais on pense également que ce sont nos enfants. Les enfants, c'est le fer de lance de la nation, c'est l'avenir de tout un pays. Autant d'un côté, les enseignants reconnaissent que les revendications qui sont les leurs ne datent de Mathusalem. Ces revendications ne sont pas nées de l'avènement de Christopher Oligingim au pouvoir. Ce sont des revendications qui datent depuis fort longtemps. Et rassurez-vous, avant l'arrivée du président Christopher Oligingim au pouvoir avec son gouvernement, il y avait déjà 3-4 promotions qui étaient assises à la maison. Madame, même sur le plan de la santé, il y a des jeunes médecins qui préféraient aller intervenir dans les cliniques et non aller intervenir dans les hôpitaux publics parce que tout simplement, ils n'étaient pas intégrés, ils n'étaient pas salariés.
Voyez-vous? Donc, ce n'est pas une situation qui est inhérente, n'est-ce pas, au nouveau régime. C'est une situation qui date. Mais ce qui est important, c'est d'apprécier l'engagement, c'est d'apprécier les efforts qui sont fournis, n'est-ce pas, par le pouvoir, par le gouvernement, par le président de la République. Et je vais vous rappeler, en ce qui concerne les situations relatives, n'est-ce pas, au mouvement d'humeur des enseignants, c'est une enveloppe de 16 milliards qui a été dégagée. 16 milliards, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Et lorsque on met en place cette enveloppe-là, il y a une incidence sur le budget. Lorsqu'on met en place un budget, le budget, il est mis en place sur la base des ressources et des dépenses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la loi des finances a prévu? Qu'est-ce que le budget a prévu? Donc, il faut que les enseignants comprennent également que les efforts que le gouvernement est en train de faire auront, n'est-ce pas, ces efforts auront une incidence sur le budget. Donc, il y aura des réajustements qui seront faits. Pourquoi? Mais ce qui est important, je l'ai dit, c'est d'apprécier à sa juste valeur les efforts qui sont en train d'être faits. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que la méthode de gestion de cette crise a été une très bonne méthode, une méthode inclusive. De la part de? De la part du président de la République. Il a mis en place une très bonne méthode, une méthode inclusive. Parce que j'ai entendu ça et là, mais pourquoi le président de la République peut mandater un parlementaire pour aller discuter avec les enseignants? Mais le parlementaire, c'est l'interface entre les populations et le gouvernement. Le parlementaire, son rôle ne se limite pas uniquement à voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Donc le parlementaire peut également être mandaté par le président de la République afin qu'il aille discuter avec les enseignants. C'est tout à fait légal, tout à fait légitime. Et c'est à la discrétion du président de la République. C'est une méthode de gouvernance que Brice Clotaire a mis en place depuis la transition et il n'a jamais dérogé à cette méthode. C'est l'inclusivité. C'est-à-dire amener toutes les sensibilités de la République à réfléchir sur la vision qui est nouvelle, qui consiste, n'est-ce pas, à prendre, à mettre tous les agents publics au même niveau, à traiter des questions du Gabon avec des Gabonais, qu'il y ait toujours un dialogue gabono-gabonais. Et c'est dans ce stade-là, et c'est à ce niveau que Madame le ministre de l'Éducation nationale intervient également. Cette dame-là, elle a été au four au moulin. On l'a vu sur le terrain, on l'a vu discuter avec des enseignants. Mais ce qu'il faut également retenir, c'est que, mais quand elle reçoit les différentes sensibilités, quand on dit ce n'est plus tel mouvement qui arrive, ce n'est plus telle personne qui arrive, elle reçoit. Elle n'a jamais rompu la discussion. Je crois qu'aujourd'hui, autant on devrait féliciter, n'est-ce pas, ces enseignants-là qui ont fait preuve de responsabilité, autant on devrait également féliciter Madame la ministre de l'Éducation nationale qui a fait preuve, n'est-ce pas, de ténacité dans le bon sens en se disant ce qui est important, c'est de sauver l'école gabonaise. Et nous sommes heureux de constater que dans les prochains jours, les cours vont reprendre. Alors, je vais donner la parole à M. Mangwadi, vraiment qui la demande depuis un moment. Monsieur Monsieur Régis Nguema venait de dire que la SOS Éducation ramait à contre-courant des véritables revendications des enseignants. Il a félicité les actions ou les engagements du ministre et du président de la République dans la gestion de cette grève. Il a également noté que les avancées sont significatives, ayant creusé dans les caisses de l'État 16 milliards qui vont peut-être amener à revisiter le budget. Que répondez-vous à ça? Alors, je tiens d'abord à rappeler que dans une grève, il y a un point stratégique. Et le point stratégique qui a permis de mobiliser tous les enseignants et même encadreurs pédagogiques, parce que je rappelle que l'administration a voulu demander aux encadreurs pédagogiques d'aller vérifier les présences sur le terrain. Mais comme ces agents estiment que le problème posé par les enseignants les concerne également, ils ne se sont pas bougés. Et ces problèmes datent. Et le ministre de l'Éducation nationale est là depuis combien? 4 ou 5 ans. Bien avant. Moi qui vous parle, je suis jusqu'à ce jour délégué, j'en la connaissais. J'ai été banni des discussions avec le cabinet du ministre parce que j'ai osé à chaque fois interpeller l'administration sur les situations
que SOS Éducation a relevé aujourd'hui. Je tiens à rappeler que SOS Éducation n'a su que tel de recenser, d'aller travailler avec le ministre de la fonction publique pour savoir l'effet solde que ça ferait en ce qui concerne la régulation des situations administratives, donc des avancements automatiques. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Ce travail qui aurait dû se faire entre le ministre de la fonction publique et celui de l'Éducation nationale n'a jamais été fait. Arrêtons de faire des louanges qui ne méritent pas d'être faites. Le Gabon, il faut un plan de restauration de notre système éducatif. Moi, souvent, je propose, dans le cadre du budget, 20% du PIB pour, disons, du budget de l'État gabonais, pour investir dans la construction de salles de classe. Le recours pour son rôle, il faut repartir au fonctionnement normal des écoles. C'est-à-dire que les gens viennent le matin, ils font cours, l'après-midi, les salles de classe servent aux activités des clubs et autres qui permettent également à développer, disons, l'esprit des élèves. Arrêtons. Notre système éducatif va mal. Aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est bien, mais il mérite encore, on mérite de faire encore plus. Aujourd'hui, nous introduisons l'APC. Est-ce que vous réalisez un peu une réforme aussi importante que l'approche par les compétences de base? On n'a pratiquement pas formé des enseignants. Je suis conseiller pédagogique. J'étais censé aller former les anciens langues arénées. J'ai à peine eu, sur tous les anciens des sciences physiques, à peine 7. Ça veut dire que nous faisons l'APC en 6e, 5e et 4e. Les enseignants font dans le bricolage parce qu'ils ne sont pas formés. Il faut mettre les moyens dans le système éducatif. C'est pourquoi je vais interpeller le président de la République. Je ne sais pas quel est le point qu'on lui fait sur la situation, mais le système éducatif gabonais est par terre. Le dire que ça va, ce sera du mensonge. Donc, qu'ils mettent les moyens pour construire des infrastructures, c'est bien, le projet PIS. C'est un financement, c'est vrai, c'est un prêt du Gabon. Mais vous voyez qu'on a été obligé d'aller comme une sorte de contrainte, parce que le financement PIS, c'est comme la police. C'est-à-dire que l'État gabonais est sous contrainte. Mais l'État gabonais doit investir pour correctement former les enseignants. Donc, je veux bien que ceux qui ne connaissent pas le système pensent que lorsqu'on a donné les postes budgétaires, c'est bien. Lorsqu'on a donné les rappels, c'est bien. Lorsqu'on a construit un établissement, c'est bien. Mais quand quelqu'un apprend à Libandeng dans de telles conditions, il faut aussi faire que celui de Nzayon, celui de Vendo soit dans les mêmes conditions. Donc, notre système est par terre et j'espère vraiment que le président de la République, qui est un homme sûrement à l'écoute de tous les Gabonais, prendra cette histoire encore plus au sérieux pour sortir notre système éducatif de la situation dans laquelle il se retrouve. Arrêtons avec ces situations qui font dire qu'il y a des hommes qui sont devenus des super-hommes. Même si le ministre voulait vraiment que le système éducatif sorte de là, elle ne m'aurait pas pratiquement blacklisté du cabinet du ministre, parce que je osais dire que l'APC doit être financée, parce que je osais dire qu'il faut construire les salles de classe, parce que je osais dire qu'il fallait réellement que la régulation administrative soit prise au sérieux. Et c'est cette situation qui nous a ramenés. Dire que c'est fait, la crise pourrait revenir. Parce qu'imaginez-vous, le 25 février, ok, on donne ces 4000 situations administratives. Il y a une sorte de situation d'injustice qui va se créer dans les corps. Si on ne dit pas que, même si le mandat c'est 7 ans, on peut dire, ok, bon, si en fin 2026, voici tel lot qui passera en sol, 2027, jusqu'au moins à mi-mandat, on saura qu'on aura apuré les 17 000 autres situations administratives en ce qui concerne les enseignants. Donc je tenais à faire ce coup de gueule-là, parce que j'entends souvent ça, comme si on avait un super ministre qui règle tous les problèmes des enseignants. Or, tous les problèmes sont là, on n'a fait que jeter de la poudre dans certains domaines. Excusez-moi, monsieur Régis, on va d'abord donner la parole à monsieur Mengue, qui la demande aussi. Monsieur Mengue, monsieur le juriste juste en face, Régis Nguema, évoquait la question d'amour. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut, et vous, il y a quelques semaines, vous avez appelé à un retour dans les salles de classe. Est-ce que prôner l'excellence, ce n'est pas aussi de l'amour? Parce que quand les enseignants accordent du crédit à SOS Éducation et s'exécutent selon
les ordres, ou je vais dire ce que la base SOS aurait décidé, est-ce que ce n'est pas aussi de l'amour? Est-ce que ce n'est pas aussi de l'accréditation qu'ils ont donnée à cette formation spontanée? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la nouvelle génération n'est pas la génération d'hier. Autrement dit, il y a des choses qu'il faut peut-être laisser passer, mais la nouvelle génération a décidé, parce que les choses tout le temps vrai qu'au quotidien, les choses ne vont plus se passer comme avant. C'est même pour cette raison que je souhaiterais qu'on revienne d'abord en avant. Mais avant d'aller en avant, je vais d'abord expliquer un petit truc qu'on appelle l'organisation. Le gouvernement est une organisation. Ça veut dire quoi? Dans une organisation, il y a à la tête quelqu'un qui décide, qui donne l'orientation. La ministre n'est qu'une seule personne qui occupe un secteur et qui doit tout simplement jouer le rôle d'un cercle de couloir, pas de la ministre d'État, un cercle de couloir entre le chef d'orchestre et le corps enseignant, ou sinon le personnel, ou la communauté éducative. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que si je prends mon cas, je suis arrivé dans l'éducation il y a de cela 10 ans, en 2015, au moment donné où on a bloqué les situations administratives. Mais bien avant, j'ai participé à plusieurs réunions. J'étais à l'ENS. J'étais invité à assister, à l'époque c'était Madame Ida Retenou, qui était ministre de l'Éducation nationale. Il y avait des mouvements de grève, on parlait des mêmes choses. À l'époque de M. Florentin Moussavou, j'ai également assisté à des réunions où on parlait toujours de la même chose. Ça veut dire quoi? Madame Camélia Antoutoum Leclerc, je ne vais pas la citer parce que c'était la ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, elle a pris les fonctions en 2022. Elle a travaillé avec plusieurs syndicalistes, parce qu'elle exclut peut-être M. Mangwandi des discussions, ou peut-être, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ceux qui n'écoutent pas, mais parce qu'elle ne peut pas peut-être apporter des réponses à ce qui concerne l'éducation nationale. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que chacun de nous peut avoir ce qu'on appelle des limites. Mais ces limites ne sont pas forcément liées à l'individu. Ça peut être aussi lié à la façon dont l'administration gabonaise fonctionne, ou la façon dont le gouvernement fonctionne. Si on veut réellement que l'éducation, ou bien les systèmes, ce qui se passe aujourd'hui, à l'éducation qui se passe se reproduit, on rentre dans l'anticipation. Donc ça n'a rien à voir avec le gouvernement, je veux dire, parce que les situations sont connues bien avant. Donc aujourd'hui, pour vous parler de l'excellence, l'excellence, oui, ça va dans la qualité de l'enseignement. Mais la qualité de l'enseignement, justement, parce que dans nos revendications, je ne suis pas allé jusque là-bas, on a demandé dans les revendications qu'il y ait au moins la construction des salles de classe. Ça veut dire qu'il faut partir, aujourd'hui, le ratio, c'est près de 110 élèves par classe, qu'il faut amener au moins à 35. Ça, c'est ce qui me concerne. Moi, je souhaiterais même qu'on aille jusqu'à 25. Parce que j'ai enseigné dans un établissement, j'ai enseigné à l'École nationale de commerce. À l'École nationale de commerce, vous trouverez dans les salles de classe, en dehors des premières années, se trouvent 20 par classe. Et ceux qui savent comparer, allez-y voir les résultats, généralement, à l'École nationale de commerce. Ce sont des élèves qui sont excellents, ils sont bons. Donc, ce qui se passe généralement dans l'enseignement général, où vous trouverez, par exemple, 100 élèves dans une salle de classe, personne ne peut l'accepter, mais cela ne demande pas uniquement la décision du ministre. Alors, vous relevez un point très important. Vous dites que ces revendications présentées ici aujourd'hui ont toujours été là, bien avant le ministre actuel de l'Éducation nationale. Il y a eu des précédents, ces revendications étaient là. Est-ce que ce n'est pas un problème de volonté politique au lieu d'affirmer, par exemple, que le problème viendrait des enseignants? Volonté politique, mais c'est également nos comportements. Pourquoi SOS Éducation, la base, refuse de traiter avec les syndicalistes traditionnels? Parce qu'on c'est-à-dire les syndicalistes traditionnels, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui sont déjà là, normalement qui travaillent avec le gouvernement, qu'on appelle les partenaires sociaux, mais ces syndicalistes, pourquoi SOS Éducation, la base, ne veut plus être alignés à leurs revendications? Parce qu'on s'est rendu compte que ça soit le politique, autrement dit, que ce soit le gouvernement, mais les syndicalistes également acceptent, autrement les syndicalistes vont dans la soupe, comme ça, entre guillemets. C'est ce qui fait en sorte que quand on a eu les incompréhensions du début, parce qu'on s'est dit, bon, voilà, les gens qu'on a envoyés, c'est les gens qui sont désignés, mais eux aussi sont allés dans la même
chose. C'est pourquoi il y a cette incompréhension. En fait, c'est une compréhension de vie, c'est la volonté politique. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se dessiner autrement. Le gouvernement de Ludi Nguema, président de la République, je pense plutôt, quand je regarde peut-être son projet de société, il met l'éducation comme le secteur prioritaire. Autrement dit, il sait très bien que pour faire le Gabon dont il a besoin, aujourd'hui, il veut parler de la souveraineté économique du Gabon. On ne peut pas atteindre la souveraineté économique du Gabon si l'éducation nationale est marginalisée. Non, c'est assez impossible. C'est pour cette raison, moi je pense plutôt que le problème qui arrive plutôt actuellement avec les situations administratives qui concernent tous les secteurs, parce que ça ne concerne pas que l'éducation nationale, ça concerne tous les secteurs. Mais étant donné que ça concerne tous les secteurs, mais il y a quand même déjà eu une priorité donnée à l'éducation nationale. C'est pour ça que nous apprécions les avancées. Parce que dire aussi que rien n'a été fait, ou bien parce que ce qui a été fait, parce que ça va... Non, il faut quand même dire, c'est un gouvernement qui vient d'être mis en place. Ce gouvernement a des priorités. Ces priorités, bon, la base de toutes ces priorités liées à l'éducation, il faut reconnaître que, parce que pour aller vers là où nous voulons aller, il faut qu'il y ait d'abord un minimum. C'est ce minimum qui a été donné. Et heureusement que Madame, Monsieur Alain Monvadi vient de dire que même pendant la période de la transition, même avant la transition, il y a quand même eu des établissements qui ont été construits sous la direction de Madame la ministre. Donc, elle n'a fait qu'implémenter, par exemple, à l'époque, c'était le pouvoir Ali Bongo. Est-ce que le pouvoir Ali Bongo a la même vision de l'éducation avec le pouvoir d'Olivier Nguema? Vous voyez un peu, c'est là où il y a la différence. Et je pense plutôt qu'aujourd'hui, il y a un président de la République volontariste et qui a décidé tout simplement de donner l'éducation sa place. Et ce que je souhaite tout simplement, c'est que Madame la ministre ne puisse rester dans cette logique. Rendre l'éducation sa dignité. Alors, Monsieur Régis Nguema Ngoué, vous souhaitez approfondir ce qu'il a dit? Naturellement, permettez-moi d'abord de revenir sur les propos de M. Mangwadi. Vous savez, les relations entre la tutelle et les syndicalistes, ces relations ne sont pas toujours des relations bon enfant, parce que chacun tire le pas de son côté. D'un côté, il y a des réalités républicaines, d'accord, et M. Bengaron venait à peine d'esquisser un raisonnement allant dans ce sens-là. Et de l'autre côté, il y a également les revendications tout à fait légitimes, n'est-ce pas, des syndicalistes, mais je ne sais pas pourquoi Madame la ministre d'État, Madame Camélia Tounou-Claire a banni M. Mouwadi des différentes discussions, je n'en sais rien. Mais ce qui est important ici, c'est de rappeler que nous ne sommes pas là pour faire le procès de Madame Camélia Tounou-Claire. Ça ne nous honore pas. Nous ne sommes pas là pour faire son procès. Mais il faut reconnaître, je le dis haut et fort, il faut reconnaître lorsque quelqu'un a de la volonté. Vous savez, nous sommes au Gabon, le Gabon n'est pas né aujourd'hui. Nous avons trouvé le Gabon reste mortel. Et nous avons suivi à des moments au Gabon où on assiste à un mutisme de la hiérarchie. C'est-à-dire que les syndicalistes, les agents publics appartenant à un secteur ministériel bien déterminé font le pied de grue, ça parle dans les réseaux sociaux, on fait appel aux médias, mais le ministre il reste imperturbable. On l'a vécu avec le ministre White aux Eaux et Forêts, où les agents des Eaux et Forêts battaient le bitume tous les jours pendant des mois. Il était imperturbable. Donc lorsqu'on voit du côté de l'éducation nationale une dame qui se lève tous les jours, qui dit « Je suis solidaire de vos revendications, le plus important c'est de trouver des solutions ». Donc la plus belle femme du monde peut offrir ce qu'elle a, ce que le gouvernement offre aujourd'hui, par l'entremise, n'est-ce pas, du management mis en place par Mme Camélia Tounou-Claire, c'est à féliciter. Les revendications ne datent pas d'aujourd'hui, nous le savons, mais j'ai également envie de demander à certains agents publics de faire un flashback sur la réalité, à la fois économique, politique et culturelle et sociale de notre pays avant le coup de libération d'août 2023. Le secteur éducatif était dans quelle situation? Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est d'observer la vision qu'a le président de la République. Quelle est sa vision par rapport au secteur éducatif? Cela ne veut pas dire que le secteur éducatif
c'est le meilleur secteur. Tous les agents publics sont égaux selon les textes qui régulent, n'est-ce pas, le fonctionnement des agents publics, parce que ces textes-là, nous les connaissons tous. Nous avons la loi numéro 08/91, n'est-ce pas, du 26 septembre 1991, relative au statut général des fonctionnaires. Et nous avons également la loi numéro 01/2005, du 4 février 2005, relative, n'est-ce pas, au statut général de la fonction publique. Donc, ce sont ces deux statuts-là, n'est-ce pas, qui régulent le fonctionnement et organisent, n'est-ce pas, l'agent public en République gabonaise. Le président de la République a lancé, pour ne pas me répéter, le président de la République a lancé des signaux forts dès la transition. Il y a eu la mise en place des postes budgétaires. C'est important de le souligner, c'est pas rien pour le secteur éducatif. Je crois qu'il a mis la part belle au secteur éducatif. Il y a eu la construction des établissements. C'est vrai, on peut dire que c'est pas suffisant, mais reconnaissez qu'il y a une volonté manifeste qui est là. Cette volonté qui consiste à redorer le système éducatif gabonais. Nous voyons cette volonté. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que les enseignants ont subi, on a peut-être l'impression que ce que le gouvernement fait aujourd'hui est minime. Mais en réalité, entre un tien et deux tu l'auras, je crois qu'il faut d'abord considérer un tien. Parce qu'il y a des efforts qui sont menés. Il faut qu'on encourage nos gouvernants. Parce qu'il y a des gouvernants qui sont sourds. Il y a des gouvernants qui sont sourds. Aujourd'hui, le président Oligui Nguema, conscient qu'il y a une critique qui ne va pas, qui est importante, n'est-ce pas, pour le développement d'un pays. Cette critique, c'est laquelle? D'un côté, nous avons l'économie, de l'autre côté, nous avons le social, de l'autre côté, nous avons la politique. Donc, ces trois éléments fondamentaux sont intimement liés pour la construction d'une république, pour la construction d'une nation. Si l'économie ne va pas bien, il y aura un impact sur le social. Et si le social ne va pas bien, il y aura un impact sur la politique. Donc, c'est intimement lié. Donc, ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est de reconnaître aujourd'hui, c'est d'observer le raisonnement de M. Mangouadi, qui reconnaît. Et là, j'admire cette honnêteté intellectuelle, qui reconnaît que beaucoup de choses sont en train d'être faites, même si peu reste à faire. Et j'admire également ce qu'il dit en disant que on ne doit pas souvent se limiter, n'est-ce pas, au traitement des agents publics qui appartiennent au ministère éducatif. D'accord ? On doit également mettre un accent sur la construction, n'est-ce pas, des infrastructures, des établissements qui permettent à ce que les enseignants et les apprenants, d'accord, travaillent dans des conditions optimales. Mais en ce qui concerne effectivement cette construction-là, nous voyons des édifices qui sortent ci et là. Et le secteur éducatif, il faut que les gens le comprennent, ce secteur-là, tout comme d'autres secteurs, ne peut jamais être réglé par coup de bâton, par coup de baguette magique. Il y a une programmation qui est faite, il y a des investissements qui sont faits et les établissements se construisent progressivement. Et je sais une chose, permettez-moi de jeter à ce niveau, et je sais une chose, c'est que la situation à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui, cette situation, réinviter ce panel dans 2 ans, dans 3 ans, je crois qu'on commencera à dire, si hier on avait 70 apprenants dans une salle de classe, aujourd'hui nous en avons 35 ou 30. Juste une petite parenthèse, vous avez dit quelque chose quand même qui m'a interpellée. Quand vous dites des établissements se construisent, sortent de terre ci et là, combien d'établissements ont été construits par rapport à celles qui ont été réhabilitées? On a plutôt l'impression que ce sont des établissements qui ont été réhabilités. Il y a des établissements qui ont été construits. Si vous allez, je prends le cadre de Libreville, si vous allez par exemple, comment on appelle ce quartier dans le 6e arrondissement, Montalier. Il y a un grand établissement qui a été construit à Montalier. Les exemples sont légion. Il y a des établissements qui ont été réhabilités. Vous allez à l'intérieur du pays. Le Gabon, ce n'est pas seulement l'estuaire. Vous allez par exemple au niveau du lycée Richard Imabata-Doyeb, un établissement qui a formé des hauts cadres au niveau du Wellington. Mais cet établissement était dans une situation de développement avancée. Donc il y a eu, n'est-ce pas, des actes de cette nature qui ont été posés.
Beaucoup de gens croient que le Gabon se limite à ce que nous voyons à Libreville, au 6e arrondissement, au 22, à Tandaï. Non, le Gabon, c'est le Gabon. Le Gabon est un tout. Et c'est la raison pour laquelle, j'invite aussi, c'est aussi ça le rôle des syndicalistes. C'est-à-dire faire le tour du Gabon et essayer d'apprécier ce qui est en train d'être fait, au lieu peut-être se contenter que, bon voilà, ce que le ministère de tutelle a dit. Parce que parfois, il y a un climat il y a parfois une absence de confiance qui peut exister. Mais en tant que républicain, en tant que syndicaliste, il faut qu'on mette un peu de moyens en place pour qu'on fasse le tour du Gabon, qu'on prenne la carte éducative de notre pays pour savoir réellement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire et quels sont les chantiers en cours de traitement. Donc c'est vraiment important de dire ça. Il faut que nous comprenions, nous en tant que parents d'élèves et en tant que Gabonais, en tant qu'éducateurs, que ce qui se passe aujourd'hui engage une responsabilité collective. On ne doit pas seulement tenir parce qu'on veut tenir, mais il faut qu'on pense également à nos enfants. Il faut qu'on sache que autant l'enseignant revendique, autant la communication revendique, autant les magistrats vont revendiquer, mais le président de la République, il a prêté serment. Ça ne fait pas longtemps. Le nouveau gouvernement est là. Et je crois qu'il prend à bras le corps toutes les situations des agents publics. Là-bas, il anticipe, là-bas, il essaie de discuter, mais le plus important, c'est que les agents publics sachent que le gouvernement a une oreille attentive aux différentes revendications. C'est aussi cela. Donc, on ne doit pas seulement se dire, bon voilà, l'éducation, ça ne se limite pas seulement au traitement des agents du ministère de l'Éducation nationale, c'est vrai, mais il faut qu'on pense également que tout ce qui est en train de se faire, c'est pour le bien, non seulement des enseignants, mais aussi le bien des apprenants, mais pour le bien surtout de notre pays. Monsieur Mengar, on l'a dit, Monsieur Mongwadi l'a également répété ici, c'est que si on néglige le secteur éducatif, si on néglige l'éducation nationale, on ne peut pas espérer construire notre pays. Parce que la relève, ce sont ces enfants qui sont au pré-primaire, qui sont au jardin d'enfants, qui sont dans les lycées, qui sont dans les amphis. C'est la véritable relève. Donc il faut que cette relève-là soit véritablement bien formée. Et c'est à ce niveau que j'interpelle les syndicalistes, j'interpelle même tous les agents publics pour qu'on comprenne que les efforts colossaux sont en train d'être menés. Il faut qu'on parle sur la base des statistiques. C'est pas rien tout ce que j'ai énuméré. C'est pas rien. Parce que avant de continuer les revendications, heureusement qu'aujourd'hui, je peux espérer aujourd'hui que cette grève sera levée. Parce que ce mouvement SOS à la base, finalement, est reconnu par cette base-là. Et on estime que dans les prochains jours, les enfants vont véritablement reprendre le chemin de l'école. Il faut également que si hier, il y avait une absence de confiance entre les syndicalistes et la tutelle, il faut qu'il y ait ce regain de confiance-là. Il faut que nous ayons davantage des partenaires sociaux responsables, soucieux, n'est-ce pas, des revendications de la base, et que ces partenaires sociaux sachent et comprennent également que l'État, le gouvernement, fait des efforts colossaux. C'est la raison pour laquelle moi je ne vais jamais cesser de le dire, parce que on dit souvent qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours absence de discussion. Et s'il y avait absence de discussion, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il y avait mutisme du côté de l'éducation nationale, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que avant d'atteindre le pouvoir suprême, qui est celui du chef de l'État, je crois que la première personne qui doit manager, qui ne doit jamais rompre les discussions, c'est le ministre d'État. Et je crois que c'est ce que cette dame a eu à faire pendant tout ce moment où on la voyait même jusqu'à 2h, 3h du matin, discuter avec les partenaires sociaux, avec le vice-président du gouvernement, avec les ministres sectoriels qui interviennent dans cette affaire-là, à savoir le ministre de la fonction publique. On a vu le ministre d'État, Mme Camélia Toulouclair, être debout partout, 2h, 3h du matin, 5h du matin. On a apprécié cela. C'est vrai, il y a eu un effort de la part des enseignants, mais je crois que lorsque la tutelle se bat également pour dire ce sont mes administrés, leurs revendications sont légitimes, on doit avoir une oreille attentive. Nous devons applaudir également et savoir reconnaître que cette dame s'est battue aujourd'hui pour que ce qui est arrivé arrive. Pour que le président également prenne des décisions courageuses, parce que c'est le président qui a le dernier mot.
Elle peut dire au président, monsieur le président, voilà ce qui a été dit, le président a le dernier mot, et le président a eu l'oreille attentive, le président a eu une vision globale pour l'éducation nationale. Donc nous remettons tout simplement, nous disons simplement que nous disons merci à SOS Éducation à la base, d'accord, qui a mandaté les différents représentants émanant de chaque province. Nous remercions Madame la ministre d'État, Madame Camélia Leclerc, qui n'a jamais rompu les discussions, qui a toujours dit qu'effectivement les choses allaient s'arranger, et nous remercions davantage le président de la République, Christopher Olugingema, qui a montré finalement qu'il faut écouter l'éducation, il faut accorder une place de choix à l'éducation pour la relève de demain. D'accord, M. Ngema, je vois que M. Mangwadi... Vous l'avez présenté comme juriste, mais je ne savais pas qu'il était militant de... Non, vous savez... Et analyste politique. Oui, vous savez, moi j'aurais préféré qu'il soit dans une sorte de neutralité. C'est dommage qu'il a clairement choisi son camp. Vous savez, les enseignants souffrent. Lorsqu'on s'engage dans une profession, c'est pour espérer gagner correctement ça. Pour essayer de vivre de son art, parce qu'enseigner, c'est un art. Vous façonnez les consciences, les esprits et autres. Et quand vous sortez de là, vos élèves sont quelquefois des personnes hautement positionnées qui vivent mieux que vous et vous vivez dans la misère. Donc je crois que c'est ce qu'on doit éviter désormais aux jeunes enseignants. Nous l'avons subi, mais il faut que les jeunes qui embrassent la carrière viennent le faire avec plaisir. Ils viennent le faire avec plaisir parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils vivront également de ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sorti, c'est que l'État gabonais précarise l'agent public en général et l'enseignant en particulier. Et lorsqu'on dirige un État, on est censé chercher les solutions aux problèmes. Et le bien-être aussi est une réponse à la situation vécue par les enseignants. Vraiment, c'est une interpellation. Je pense que si ceux qui sont sur le bateau disent que beaucoup de choses sont faites, je ne vais pas les contredire, mais je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire dans le fonctionnement des établissements, dans la vie sociale des enseignants et dans tout ce qu'il y a à faire. Donc, moi j'ai envie de dire qu'il faut qu'un véritable plan de restauration de l'institution éducative soit mis en place. C'est-à-dire que ce plan-là, ça peut être une loi de programmation. Ça peut être une loi de programmation. Comme on l'a fait pour les militaires, on peut le faire pour les enseignants. On se dit sur 10 ans. Ok? Nous allons construire tant de nombre de classes, nous allons recruter tant d'enseignants, et les situations administratives des enseignants ne vont plus tenir comme ça se fait à l'armée, comme ça se fait à la magistrature. Dès que le Conseil national de la magistrature s'est tenu, les situations des agents sont automatiquement régularisées. Ça veut donc dire que c'est à l'État de trouver les ressources qui vont permettre de prendre en charge ces situations administratives. Maintenant, par rapport à la crise actuelle, ne faisons pas que nous entrons chaque année dans une nouvelle crise. Parce qu'à un moment, c'était comme ça. Chaque rentrée, grève. Parce que, à l'allure où vont les choses, on pourrait se retrouver dans cette situation. C'est pourquoi j'interpelle une fois de plus nos autorités à dire qu'il nous faut un véritable chronogramme. 2026, c'est bien, mais à côté, quand vous prenez 6 000 agents publics, sur les 27 000 de l'éducation nationale, il y en a d'autres qui attendent leur nouvelle situation. Moi, j'ai près de 300 000 francs de déficit sur mon salaire. C'est pas rien. J'attends aussi ma régularisation, c'est-à-dire mes avancements automatiques et mon reclassement à prestage. Donc, tout cela, il faut, parce que quand vous allez à la fonction publique, on vous dit que votre texte est déjà codifié à la fonction publique, on attend la codification à la solde. Il faut pouvoir rassurer cet enseignant, de dire, ok, tu passeras en solde à tel moment. Il y a certains qui vont, quand ils vont à la fonction publique, on leur dit, le texte a été déjà engagé, mais on ne sait pas à quel endroit ça se trouve.
on aurait dû rassembler tous les services de la fonction publique. Nous l'avons fait à l'époque en 2009 pour rassembler tous les textes qui avaient déjà été pris au niveau du ministère de la fonction publique. C'est à ce moment que j'avais retrouvé mon texte de reclassement, pour que la commission ou le guichet unique qui sera mis en place finisse par tout traiter. Donc ce sont, et en ce qui concerne les rappels, c'est possible de réserver une enveloppe pour l'éducation nationale. C'est possible. Parce que l'éducation nationale, c'est la plus grande masse salariale, je crois, à côté de l'armée. Vous ne pouvez pas faire, vous payez les rappels, et puis on ne connaît même pas quelle est la part qui revient à l'éducation nationale, quelle est la part qui revient aux autres agents. Mais il y a des agents qui n'ont pas autant de rappels qu'à l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale, c'est la seule administration en vérité et la santé qui commence à travailler avant que le poste budgétaire ne soit disponible. C'est-à-dire que le statut permet que, une fois que vous avez signé votre prise de service, vous pourrez être affecté. C'est pourquoi on a d'ailleurs mis les prix salaires au départ. C'est-à-dire que, en attendant que votre poste budgétaire soit mis en place, vous avez un prix salaire, vous allez travailler. Mais le temps où vous travaillez, c'est ce qui constitue le rappel. Quand vous avez travaillé pendant plusieurs années sans salaire, c'est ce qui constitue le rappel. Donc, que le gouvernement rassure les enseignants, parce qu'il faut bien que nous sortions de cette crise, parce que l'allure, à mon avis, je parle avec un peu de recul, actuelle, pourrait faire qu'il y ait un autre SOS qui sorte de là. Et ça ne va pas honorer les enseignants que nous sommes. Donc, l'État a l'obligation de trouver les mots pour apaiser chaque acteur, pour que chacun se dise, ok, je vais répéter dans la salle de classe, parce que je sais que ma situation, à un moment ou un autre, sera réglée. Et là, les gens repartiront dans la salle de classe, les élèves n'ont pas à être des victimes, parce que le danger, c'est aussi ça. C'est d'envoyer des gens frustrés dans les salles de classe. Et ces dégâts-là, personne ne va les relever au moment venu. Donc, je suis de ceux qui pensent, ce qui est fait, c'est pas mauvais, mais faisons plus pour que les gens repartent dans les salles de classe rassurés et que cette crise ne soit plus une crise renouvelable. Parce qu'on pourra se retrouver dans une situation où, à chaque rentrée, nous serons obligés de repartir en grève parce que les enseignants auraient estimé que le gouvernement n'a pas tenu parole. Donc j'espère tout simplement que le gouvernement tiendra parole pour rassurer tout le monde. Alors, M. Harold Mengue, M. Régis Nguema disait tout à l'heure que le gouvernement, sinon le ministre de l'Éducation nationale, fait des efforts colossaux. Sur 27 000 régularisations en attente, il y en a eu à peu près 5 000. La mise au sous-sol des étudiants sortant de l'ENS est mise. La mise sous présalaire de 1010 bénévoles dans le secteur éducation. Si rien n'est fait d'ici le 25 septembre, à quoi pourrions-nous nous attendre? Pardon? 25 février. Vous avez vu tant que les enfants n'ont pas levé la grève. Donc, suspend une fois. D'accord. Ça veut dire que même le gouvernement sait très bien qu'à tout moment, ça peut revenir. Donc, c'est pour dire tout simplement que concernant ces revendications, tout le monde regarde. Surtout que quand les gens repartent en classe, on se dit, en fait, j'ai fait grève, qu'est-ce que j'ai eu? En principe, c'est ça donc c'est pour ça que c'est susceptible de revenir si le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que le gouvernement va faire cet effort. Il va faire cet effort de respecter. Parce que si on prend le cas des 1800 qui sont en pré-salaire, moi j'ai lu, mais même si je n'ai pas tout lu, parce qu'en il est dit pour ceux qui sont en pré-salaire, parce qu'en principe, quand ils sont en pré-salaire, ça veut dire qu'à un moment donné, ils peuvent revenir pour revendiquer, pour les rappels. Donc en fait, il est dit qu'ils doivent rentrer normalement en solde. Je veux dire tout simplement retrouver les postes budgétaires au plus tard en janvier 2027. Ça c'est tout dit. Donc ça veut dire qu'également, il doit avoir également un chronogramme, parce que c'est que la madame le ministre va présenter à la télé, on parle de 9000. Parce qu'il y avait déjà des agents qui ont commencé à bénéficier des régulations administratives avant cette grève. Vous voyez? Il y avait déjà, oui, il y avait déjà, mais c'était infime, c'était minime par rapport à la masse qui atteint réellement ce type de régulation, de situation administrative. Donc, c'est comme dit M. Adam Mamadi, c'est possible qu'on revienne si le gouvernement ne respecte pas. Mais moi, je constate qu'il y a une volonté de changement, de façon globale. Vous voyez un peu, parce qu'en principe, comme j'ai toujours dit, c'est question d'hommes.
tout ce qui se passe dans notre pays de façon globale, c'est question d'hommes. Quand il y a des problèmes, c'est question d'hommes. Et aujourd'hui, nous avons par exemple des hommes. Moi, c'est ce que je suis en train de me dire. Je veux pas de vision. C'est-à-dire que celui qui porte la vision, qui dit, moi, je veux ça. Donc, du coup, il prend toutes les précautions nécessaires pour que ça n'arrive plus. La grève peut peut-être surprendre, parce qu'à l'éducation nationale, parce que je me rappelle au mois de décembre, le monsieur qui a suivi l'intérim parlait déjà des tensions. Ça veut dire que si Madame la ministre de l'Éducation nationale sortant, parce qu'elle est partie elle avait démissionné, fin du mois de novembre, alors que les revendications, les préavis s'étaient déposés au mois de décembre. Si elle avait été là, connaissant la façon dont elle est dans le dialogue, c'est même pour cette raison qu'elle a été reconduite, tout de suite elle a repris les choses en main pour le dialogue. Moi je pense plutôt qu'on ne serait pas arrivé à ce niveau. Ça veut dire quoi? C'est que le gouvernement, même lorsqu'on parle en termes de prévision, donner un chronogramme, là je peux pas me laisser le côté enseignant pour prendre rentrer dans mon rôle d'économiste, parce que je suis économiste de formation. Donner les prévisions, ça semble, donner le chronogramme pour dire à telle ou telle période, on va donner telle ou telle chose, ça peut sembler difficile. Pourquoi? Parce que notre pays est un pays instable économiquement. Notre budget est en partie lié aux revenus pétroliers. Vous voyez qu'avec les chocs externes, vous voyez qu'à un moment donné, on ne sait pas à quel moment le revenu peut diminuer et du coup, le gouvernement ne va pas. Donc ça, je suis la crédibilité. Si je vous dis, je vous dois passer chez moi, peut-être passer chez moi le 25, récupérer votre argent, et que le 25 arrive, je n'arrive pas à vous donner, mais vous n'allez pas vous comprendre par rapport à toutes les raisons que je vais vous donner. Ou un peu, c'est pour cette raison, donner le chronogramme, ça peut sembler un peu difficile. Là, je le comprends. Mais en tant qu'enseignant, parce que nous avons des besoins que nous voulons satisfaire, là, on l'exige, on peut l'exiger, mais avec, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui relativise. Est-ce que le chronogramme doit forcément quelque chose nous imposer à dire que faut forcément ne pas revenir parce qu'on n'a pas de calendrier? Non, moi je crois sur les valeurs, c'est que je parle de l'homme. Il y a eu des engagements. Cet homme, ou bien ces hommes ont dit, nous allons le faire, nous avons compris vos revendications, même avant que vous ne mettiez à faire grève. Nous, on était déjà dans cette logique de vouloir régler les problèmes de l'éducation nationale. Donc vous, votre grève ne vient que pour nous aider peut-être à aller plus vite. Peut-être je pense dans ce sens-là. C'est d'aller plus vite parce que l'éducation n'attend pas. Les jeunes, c'est tous les jours qu'il faut donner l'éducation parce que ça évolue. Donc c'est à ce niveau. Et pour travailler, pour bien faire son travail, l'homme a besoin tout simplement également d'être motivé. Et donc c'est pour ça que nous disons au gouvernement, et je sais que le gouvernement veut que l'éducation nationale puisse changer complètement. Donc c'est pour ça que nous pense que ça va se... Moi je pense plutôt que ça ira mieux. Parce que les hommes ont changé. 1810 bénévoles qui vont être mis sous pré-salaire, c'est quand même beaucoup. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle mesure viendrait effectivement mettre fin au bénévolat dans le secteur éducation? Donc ça peut ne pas me permettre parce que si je suis un peu le directeur central des ressources humaines, il faisait déjà des prévisions, des projections sur le besoin, le manque. Je pense qu'il parlait de 2000. Mais là, aujourd'hui, ils sont fonctionnaires. Il faut le féliciter. Ils seront fonctionnaires. Non, ils sont fonctionnaires. Puisque, étant donné qu'on a accepté de leur donner des précédents, ils sont déjà fonctionnaires. C'est un processus. C'est un processus. D'accord. Donc, il faut l'encourager, il faut l'accepter. Et là, je peux quand même dire bravo. Et je veux dire, c'est ce qui m'a amené, pour moi, à repartir à un salaire là. Cette mesure-là. Parce qu'en principe, sachant comment notre pays aujourd'hui, surtout quelqu'un qui est assis chez lui, avec tout ce qui est comme activité ailleurs, mais je me retrouve peut-être à donner en soutien avec l'hypothétique qu'un jour peut-être l'État pourra penser à moi, parce que beaucoup ne savaient pas que ça peut un jour penser à eux, mais l'État l'a fait. Donc rien que cette mesure... Monsieur Mondouani a quelque chose à ajouter. Ce qui est dommage, c'est que c'est une stratégie qui est mise en place par les responsables des administrations. Et on a d'abord eu des moniteurs auxiliaires, qui étaient des agents qui étaient employés par les collectivités locales, qui étaient payés à 80 000 francs. Et quand les syndicats ont constaté qu'il y avait des gens qui travaillaient à ce salaire-là, nous nous sommes battus pour qu'ils soient intégrés. Ensuite, il y a eu les enseignants du pré-primaire. C'est une sorte de cycle, en fait, qui se reproduit à chaque fois, parce que l'État, à chaque fois, bloque le processus de formation des enseignants. Parce que les concours d'ENI étaient fermés pendant
quelques années. Comme il l'a dit, des anciens morts, l'école des anciens morts dans les villages, parce que ce phénomène est beaucoup plus important dans les villages. Il est curieux à Libreville, parce que Libreville, j'aimerais savoir pourquoi il y a des bénévoles à Libreville. Il est plus important à l'intérieur du pays. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont fermé le recrutement, les salles de classe étant vides, les gens du village ont mis des gens qui avaient un certain niveau dans les salles de classe. Mais je pense que cette fois, il faut arrêter. Il faut continuer à former les enseignants. C'est pourquoi j'ai parlé de la planification. C'est-à-dire qu'on connaît les besoins en enseignants. On doit envoyer chaque année des enseignants en formation pour que plus jamais un bénévole se retrouve dans les salles de classe. Parce que l'éducation, c'est un domaine stratégique. Normalement, ne peut être dans une salle de classe que celui qui a été formé. Alors, Monsieur Mengwadi, nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien, mais il y a quand même des problèmes assez urgents qui se posent encore dans nos établissements. En tant que parents d'élèves, en tant qu'observateurs dans la société, le manque criard d'enseignants dans beaucoup d'établissements à Libreville. Je prendrai par exemple le cas du lycée Raymond Bouka. Les élèves du premier degré, du premier cycle, Oui. ont été évalués Oui, avec 4 matières. avec 4 matières. C'est quand même loin de l'excellence qu'on prône. Alors qu'on a des situations comme celle-là, des bénévoles, des gens qui sortent de l'ENS. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à cette situation? Parce que c'est quand même un gros problème. On revient. Moi, je pense, et là, je vais interpeller le président de la République, il faut un véritable plan Marshall. C'est-à-dire que nous, les besoins sont identifiés. On peut aujourd'hui calculer et savoir, par rapport au nombre de classes existantes, et le nombre d'enseignants, on peut connaître le nombre d'enseignants qui manquent. On peut même, à mon avis, former, parce que le gros déficit c'est dans les sciences, on peut même former de manière express. Regardez ces bénévoles qu'on recrute, ils ont quel profil? C'était donc le bac, par exemple. Quelqu'un qui a un bac scientifique, on peut le former en 2 ans, ou 3 ans maximum, et en faire des enseignants. L'ENS est là ouvert. Il suffit tout simplement d'aller, cette année, rencontrer les élèves de classe de terminale CED, leur dire que nous allons, de manière express, former des enseignants. Et ces enseignants peuvent être formés en alternance. Au bout de 2 ans, ils peuvent déjà être dans les salles de classe. Mais pour cela, il faut qu'il y ait cette volonté politique. Ce qu'il faut déjà qu'il y ait l'identification du problème. Vous, en tant que parents, vous avez vu qu'effectivement, il y a un déficit en enseignants. Il faut donc que l'administration prenne conscience de ce déficit et que le ministre qui est en charge transmette une proposition de plan pour combler ce déficit aux responsables du pays. En ce moment-là, le plan adopté, nous l'actionnons au bout d'une année, en sachant que nous allons faire une évaluation dans 3, 6 et 10 ans. Et si dans 10 ans, nous n'avons pas réussi à combler le déficit, en ce moment, on va développer notre stratégie. Mais nous Gabon a tout pour mettre un enseignant pour chaque élève dans une salle de classe. Oui, monsieur Aron. Parce qu'en fait, au-delà de cet aspect qui est développé, parce que là, c'est de façon globale. C'est-à-dire que l'État doit mettre en place un plan, mais de façon express. L'État peut mettre en place de façon express. C'est-à-dire que moi, je pense également que c'est des choses qui doivent venir au chef d'établissement. C'est-à-dire que, Raymond Bouka, vous savez qu'il y a un besoin. Enfin, quand je dis aux enseignants, pas plutôt au chef d'établissement, je vais mettre cela en lien avec le gouvernement. Vous êtes chef d'établissement. Parce que quand vous dirigez un établissement, il n'y a pas que l'enseignant que vous dirigez, ou les élèves, etc. Vous travaillez également en collaboration avec les parents d'élèves. Donc, en principe, en tant que chef d'établissement, vous constatez qu'il y a un besoin. Mais réunissez d'abord la communauté, ceux qui sont là dans votre établissement, c'est que les parents d'élèves, et vous cherchez d'abord à trouver des solutions. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'État, justement, en entendant les formations, apprendre à parents, il faut qu'on mette en place le privé, comment le privé fonctionne. Ceux qui sont au privé, ils ont tous les enseignants. Est-ce qu'ils sont envoyés? Est-ce qu'ils sont mais ils travaillent avec les vacataires.
Ça veut dire que si l'État mettait réellement les moyens à la disposition d'un établissement, il faudrait que tout simplement ces moyens puissent servir également à prendre les vacataires pour combler le déficit. Un peu. Donc on ne peut pas tout ce monde, parce que le plan, ce serait un peu long, mais alors que ceux qui sont... Minimum 2 ans. Voilà, au minimum 2 ans. Moi, maintenant, ceux qui doivent apprendre cette année, ils font comment? Donc voilà, il y a des solutions de court terme, il y a des solutions de long terme. Là, c'est une solution de long terme parce qu'il faut former, mais de court terme, il faudrait que le chef d'établissement puisse avoir des moyens qui lui permettent tout simplement de recruter, enfin de travailler avec les vacataires, mais également associer les parents d'élèves. Bon, moi je le dis parce que j'ai été une fois proviseur, mais c'était dans un établissement confessionnel. Et c'est comme ça que j'ai fait, parce qu'il n'y avait pas tous les enseignants. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a quelque chose qui rentre par le cycle, mais j'ai vu que quand j'étais à Port-Gentil, je suis allé dans un établissement où il n'y avait pas de professeurs de mathématiques et en physique. C'était au CS du Parc. Il n'y avait pas. Mais moi, je suis allé trouver le principal. Je lui ai dit, mais voilà comment est-ce que tu peux faire? Il suffit de réunir les parents, mais ce qu'il avait fait, et chaque parent pouvait donner 10 000 francs. 10 000. Et ils avaient eu tous les enseignants qu'il fallait pour tout simplement pour faire qu'il faut également aujourd'hui qu'on mette à la tête de nos établissements des managers. Il ne s'agit pas d'avoir seulement des chefs d'établissement qui gèrent le calendrier pédagogique. Manager et ressources. Les ressources, voilà. Les ressources managers et les ressources. Vous voyez un peu? Pour que ces solutions, parce que c'est à tous les niveaux où il faut trouver des solutions. Ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement. Le gouvernement va gérer à long terme, mais à court terme, le gouvernement transfère un peu des ressources, donc pour que les établissements puissent également trouver les possibilités pour faire fonctionner l'établissement. Alors, en termes de solutions, on va aborder une question très importante. Le calendrier scolaire aujourd'hui accuse un retard important. Surtout pour les élèves en classe d'examen, est-ce qu'il y aura une méthode de rattraper ce gros retard? Est-ce que le calendrier scolaire peut être réaménagé ou qu'est-ce qui peut être fait concrètement? La grève a duré combien de temps, madame? On va dire au bout 3 semaines. On va dire 3 semaines d'arrêt de cours. L'année dernière, il a fait des élections pendant combien de temps? 2 Des élections semaines. présidentielles. 2 semaines, Non, 1 à 2 semaines. Donc on peut dire qu'on est allé plus de 3 semaines également. Si on a pu rattraper ça, on peut rattraper cela. Parce que nous avons le mois de juin, nous avons le mois de juillet. Les techniciens vont se retrouver, les inspecteurs vont voir comment harmoniser. Et je suis sûr qu'ils sont en train de le faire pour qu'on puisse rattraper. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça, là, ça va se faire forcément. Nous sommes prêts à travailler jusqu'au mois d'août. Je parle en tant qu'enseignant, comme vous l'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que vous aimez votre travail? Oui, nous l'aimons. Surtout qu'on veut que le gouvernement puisse nous motiver à faire mieux. D'accord. On tire à la fin de ce débat, de cet entretien, surtout pédagogique. Je voudrais que sur ce plateau, on a un juriste, on a 2 enseignants, un conseiller pédagogique. Quelles sont les propositions que vous faites aux plus hautes autorités pour qu'une situation comme celle-là ne puisse pas revenir dans le temps pour le bien de nos enfants et pour le pays? Le juriste. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, il y a un petit moment, j'ai évoqué les 2 textes qui régulent, qui encadrent le fonctionnement d'un agent public en République gabonaise. Et je crois que les enseignants ne sortent pas de ces textes-là, à savoir le statut général des fonctionnaires, le statut général de l'administration publique. Mais en ce qui concerne le secteur éducatif, ce secteur-là est un secteur très important. C'est un secteur très important. Les problèmes qui datent de Mathusalem, comme j'aime bien le dire, ces problèmes-là seront réglés de façon progressive. C'est vraiment important. Je soutiens ce qu'a dit M. Mangola, c'est-à-dire qu'il faut mettre un plan. Il faut mettre un plan, et ce plan, à mon humble avis, sans être spécialiste des questions d'éducation, je suis juriste, vous l'avez signifié tout à l'heure, ce qui est important ici, c'est de mettre ce plan-là, et c'est ce plan-là qui va faire un diagnostic. On fait un diagnostic, on met un plan, et à travers ce plan-là, on pourra identifier des besoins en termes d'enseignants. Et quand on parle d'enseignants, on voit toutes les filières confondues. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, on avait engagé, je ne sais pas à quel niveau sur cette situation-là, je crois qu'ils feront également de la mise en sol ou être mise en pré-salaire, les 900 enseignants scientifiques. Que, je crois à l'époque de la transition, lorsque M. Ndonsim a été Premier ministre,
on avait recruté 900 enseignants scientifiques. Donc, il faut qu'on identifie véritablement les besoins. Est-ce que nous avons assez d'enseignants dans le secteur scientifique? Si oui, combien? Est-ce que nous avons assez d'enseignants au niveau de l'anglais, l'espagnol et tout? En fait, toutes les matières doivent identifier, on doit véritablement faire une autopsie. Et à partir de cet instant, on regarde également la cartographie de notre pays. Comme je l'ai dit, le Gabon ne se limite pas à Libreville. Le Gabon sont les 9 provinces. Et lorsqu'on prend en considération cela, on met un accent particulier sur la statistique. Et on met également un accent particulier sur l'évolution démographique de notre pays. C'est important, c'est une donnée très importante. Prendre en considération l'évolution démographique. Parce que si on prend en considération l'évolution démographique, on saura que si par exemple à Vitam, on a 3 lycées publics, avec l'évolution démographique, on voit les enfants qui sont au primaire, je crois que dans 2 ou 3 ans, on aura par exemple 1000 élèves à Vitam. Donc on prenne en compte ces données et que ces données soient actualisées de façon permanente. Il faut également que l'État voit, comme ce qui est en train de se faire aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit éviter des situations de pré-salaire. Parce que M. Mouwadi a fait un brillant exposé là-dessus. Ce que je sais d'ailleurs, c'est parce que lorsque l'agent public, que ce soit l'enseignant ou un autre agent public, est en situation de pré-salaire, tout le temps qu'il fera là, malheureusement, ça fait partir de son rappel et ça intègre ce qu'on appelle en finance publique la dette intérieure de l'État. Donc, sur le plan économique, ça crée également des remous sur le plan économique. Donc, pour éviter cela, il faut qu'on fasse des programmations, il faut qu'on planifie. Mais ce qui est également important, il faut que cela soit solidaire. Il faut également que les partenaires sociaux et les gouvernants s'accordent. Ce qui est important, c'est de reconnaître qu'effectivement, oui, nous devons le faire, mais nous avons trouvé notre pays dans quelle situation, dans quel état. C'est à ce niveau que je vais chuter. Dans quel état avons-nous trouvé notre pays? Quels sont les efforts qui sont en train d'être menés? Et c'est là où j'invite également les inspecteurs pédagogiques, ceux-là qui pensent le modèle éducatif de notre pays, s'asseoir et faire des propositions concrètes à la tutelle pour dire, vous êtes des gouvernants, il y a des réalités peut-être que nous ne maîtrisons pas, mais nous, en tant que spécialistes, pour sortir de cette crise-là, voici ce que nous proposons. Il a parlé de plan Marshall tout à l'heure, voici ce que nous proposons, c'est important. Et je suis heureux de constater que de l'autre côté, du côté des gouvernants, il y a une oreille attentive. Il y a des gouvernants qui sont prêts à faire des efforts, et ces efforts sont en train d'être faits. Je vous ai dit à l'entame de mon propos, dès la prise de pouvoir par les militaires, le président Pescoter Olivier Nguema, lorsqu'il a procédé à l'affectation des postes budgétaires, il en a quasiment fait la part belle au secteur éducatif, c'est-à-dire 1000 postes budgétaires. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai, beaucoup reste à faire, comme on dit, mais ce qui est important, c'est de relever le caractère volontariste, la volonté des gouvernants à régler ce problème de façon définitive. Parce que ça n'honore pas notre pays de voir que chaque année, automatiquement, c'est un mouvement de grève qui naît. C'est pas bien. Et cela peut faire mourir les vocations. Parce que si un jeune qui veut se lancer dans la carrière d'enseignant se rend compte que finalement, ces gens-là, chaque année, c'est des grèves dont j'estime qu'ils ne sont pas bien traités. Alors, c'est pas toujours le cas. Donc, ce qui est important, autant on prend en considération les situations des agents de l'éducation nationale, autant on doit également prendre en considération les situations de tous les agents publics et que les choses aillent de façon progressive. Et je chute en disant que je suis heureux que la méthode de gestion de cette crise ait été une très bonne méthode parce que les gouvernants ne sont pas entrés dans un mutisme. Ils sont restés à l'écoute, n'est-ce pas, des partenaires sociaux. Ils sont restés à l'écoute des revendications légitimes des enseignants. La ministre d'État, Mme Camilla Koumbouclair, je le dis et je le réitère, lorsque c'est bien, il faut qu'on dise que c'est bien. Parce que la tutelle n'a pas fermé les oreilles, la tutelle n'a pas fermé les yeux, on l'a vu debout. Moi, je l'ai croisé personnellement, parce que c'est ça aussi. Lorsqu'on veut se renseigner sur ce qui se passe dans son pays,
Je ne suis pas enseignant, mais dès qu'on dit qu'il y a une réunion à Libandeng, moi j'arrive, je garde ma voiture, je vois ce qui se passe. Ça n'arrive pas toujours de voir des gens comme ça, surtout pour une dame. C'est pas un homme, pour une dame, d'être dehors à 3h, 4h du matin parce qu'elle doit rencontrer les enseignants. Je crois que c'est à féliciter et on doit lui donner un carton vert. C'est important de dire oui, on a besoin de ce type de manager. Autant on a besoin de ce type de manager à la tête de nos différents ministères, autant déjà la tête impulse déjà cette dynamique, à savoir le président de la République, qui ne ménage aucun effort pour voir les situations des agents publics aller bon train. Autant nous devons également avoir des managers à la tête de nos établissements. Monsieur Mengar, on l'a dit, il a proposé des solutions à ses collègues, mais c'est ingénieux. C'est ingénieux. Nous l'avions vu à un moment donné avec l'ancien ministre André Maobam qui avait entraîné ce qu'on appelait le turnover à l'époque parce qu'il fallait désengorger les salles de classe. Donc, il faut que nous fassions preuve d'imagination. Il faut que nous fassions preuve d'audace pour faire avancer les choses dans notre pays. Et nous disons merci aux partenaires sociaux, nous disons merci à SOS Éducation à la base, nous disons merci aux gouvernants parce que tout simplement c'est le pays qui sort de la grande. Ce sera votre mot de fin, M. Régis Nguema. M. Alain Mwawadi, conseiller pédagogique. Quel est le message que vous adressez aujourd'hui aux enseignants, aux élèves, aux parents, mais aussi à la tutelle face à cette crise? Bien. Je pense qu'en ce qui concerne mon message, il va s'adresser essentiellement aux autorités. Parce que les problèmes du système éducatif sont connus, identifiés. Il y a eu des états généraux, il y a eu le dialogue inclusif à Ngondje. Dans ce dialogue, il y a eu une commission qui a traité des problèmes du système éducatif. Donc si on ressort tous ces rapports, qu'on les compile et qu'on regarde, on verra qu'il faut nécessairement un véritable plan pour sauver notre système éducatif. Donc je pense que la première chose qui peut être faite, c'est de regarder tous ces rapports. Okay? Ensuite, une fois les rapports identifiés, peut-être convoquer une sorte d'échange et avec les syndicats, pas attendre la crise pour discuter avec les syndicats, avec les acteurs qui interviennent dans le système éducatif et l'administration pour faire des choix. Parce qu'il y a tellement de besoins dans le système éducatif, mais qu'il faut aller progressivement. Est-ce qu'il faut commencer par régulariser les situations? À quel moment il faudra mettre l'évolution ou le progrès sur les méthodes pédagogiques, sur les pratiques pédagogiques, les infrastructures, à quel moment? Parce que l'école gabonaise doit être le moteur qui porte le développement de notre pays. Si nous voulons nous développer, il faut investir dans l'éducation. Il faut que les Gabonais soient correctement formés et de manière à ce qu'ils soient imaginatifs, que lorsqu'ils seront face aux difficultés en étant professionnels, ils sauront quoi faire. Il faut que le Gabon sorte de cette crise où on attend toujours que la grève soit lancée pour qu'enfin les gouvernants se mobilisent. On aurait pu éviter cette grève si le gouvernement avait répondu pendant que les préavis ont été déposés par les collectifs des établissements, pendant que SOS Éducation déposait son préavis de grève. Il faut savoir anticiper. Et j'ai souvent l'impression que nos gouvernants pensent que lorsqu'on répond à un préavis de grève, c'est être faible. Non. Je crois qu'en tant qu'autorité, l'humilité également, reconnaître quelquefois ce qui a été mal fait est une valeur. Donc, j'ai envie d'inviter les autorités à poursuivre dans cette volonté de décompter les situations, mais surtout à réellement faire que le dialogue soit franc. J'invite aussi, je vais dire quand même, nos camarades enseignants des SOS Éducation à écouter quelquefois les leaders. Parce que c'est pas parce qu'un leader souhaite qu'on mette de l'eau dans le vin qu'il a été forcément corrompu. Parce qu'aujourd'hui, on traite facilement des gens qui s'investissent pour la cause commune de corrompus, et je pense que c'est des mauvaises attitudes. Donc il va falloir que chacun
soit responsable. Est-ce que le rapport qui sera présenté par nos camarades de ECS Éducation à AG, ECS la base, à l'AG, est un rapport qui peut nous permettre de faire un pas pour apaiser le climat, pour rassurer les autorités. Peut-être que le président de la République attend voir cet apaisement pour s'adresser officiellement aux enseignants, parce que je réitère que les enseignants souhaitaient rencontrer le président de la République, mais un président de la République ne peut pas venir au milieu des enseignants qui sont encore en grève. Je ne pense pas que ça va l'honorer. Je pense qu'il faille qu'il réfléchisse, il faut qu'il réfléchisse, qu'il sache trancher le juste milieu, c'est de quoi faire pour que nous puissions réellement, définitivement sortir de cette crise, parce que je sais que c'est le président de la République qui a les rênes entre les mains pour nous sortir de cette crise. Monsieur Aaron Mengue, vous avez un mot de fin? Oui. Déjà, je tiens d'abord à remercier SOS Éducation. Pour moi, il n'y a pas de différence, que ce soit SOS Éducation la base ou SOS Éducation, j'ai vu les gens dire qu'il n'y a pas un. Non, moi, c'est SOS Éducation. Ils ont su mettre sur la table des problèmes qui fâchent. Je tiens également à remercier les élèves qui sont restés à la maison parce que ça pourrait avoir des incidences des élèves traînés dans nos établissements. C'est pour ça que je vais également remercier les parents qui ont soutenu dans ce noble combat les enseignants, mais également ils ont soutenu également les autorités à trouver des solutions. C'est pour ça que je vais également remercier les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'on sorte de cette situation. Mais j'aimerais quand même vous donner aussi quelques propositions pratiques, parce que ça veut dire qu'en dehors de gérer l'infrastructure et les infrastructures, parce qu'on demande la qualité, et cette qualité exige qu'il faut construire les établissements, mais également mettre l'accent sur l'homme. Parce que c'est en principe, c'est l'homme, c'est l'humain qui fait en sorte que les choses se transforment. Donc ça veut dire que si on veut que l'éducation ou la qualité de l'enseignement évolue, bien change dans notre pays, il faut être capable d'investir dans l'enseignant. Cela m'amène à dire que ça devrait être ça le travail de la gestion des ressources humaines, au niveau des ressources humaines, parce que moi je souhaiterais qu'on décentralise au maximum les ressources humaines. Parce que la gestion des carrières, vous voyez un peu par exemple celui qui se trouve à Boulogne-Bizarre, chez moi à Timazor, vous voyez qu'à un moment donné, tout ce qui est fait ici, vous n'êtes pas au courant, même pour envoyer, pour vous donner, j'ai vu, en ce qui concerne les situations administratives là, il y a une injustice, c'est qu'il y a ceux qui sont à l'indice supérieur, alors qu'ils sont dans la même promotion, et d'autres sont à l'indice inférieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans nos établissements un suivi réel des carrières des agents. Donc il faut que la direction des ressources humaines puisse venir jusqu'aux établissements. Donc, il faut m'affecter une personne capable de relever qui est là pour dialoguer, pour prendre ces éléments, pour que ça soit fluide en fait. Et tant qu'on n'aura pas ça, on aura toujours non seulement des oubliés, des gens qui travaillent depuis, mais parce qu'à un moment donné, ils ont du mal à sortir des provinces, à sortir et pour les parfois, en ville, surtout quand on n'est pas salarié, faire tout le temps des voyages, c'est compliqué. Donc il faut que l'administration quitte un peu de là où il est et descendre au plus bas pour que ces problèmes pourraient être anticipés. On n'aurait pas arrivé à la grève s'il y avait au départ un suivi réel de la carrière des agents. Et pour terminer, parce que lorsqu'on dit syndicalisme, oui, parce que les syndicats défendent les intérêts des travailleurs, dans le cas espèce, des enseignants. Mais cette revendication de ces intérêts peuvent être des intérêts liés au contrat de travail ou les intérêts qu'on peut créer. Je vais dire tout simplement, ça veut dire qu'il y a des choses que nous n'avons pas, mais qu'on souhaite avoir. Mais alors que le mouvement SOS Éducation, quand vous regardez cette revendication, le plus gros était beaucoup plus basé, tout ce qui était basé sur les choses qui existent déjà dans le contrat de travail. C'est pour cette raison, moi je pense plutôt que ce mouvement a été aussi bien légitime que légal. Merci à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, après avoir fait le tour des discussions sur les avancées de la crise actuelle, des discussions qui ont eu, on pourrait espérer, ou sinon on espère que l'Assemblée générale qui va se tenir le samedi prochain puisse annoncer effectivement un retour dans les classes
pour les élèves et pour les enseignants. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial consacré à la sortie de crise dans le secteur éducatif. Ce qu'il faut retenir, c'est que le retour dans les salles de classe est un soulagement pour tous, élèves, parents et enseignants, mais surtout que cette crise a relevé que dans le secteur éducation, on a besoin de solutions durables, de dialogue et surtout de solutions pérennes. Merci de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre sur Panafrique Média. Merci à nos invités. Merci pour votre fidélité. À bientôt dans un prochain rendez-vous.